La profession infirmière semble traverser aujourd'hui une véritable crise identitaire systémique. Nous le constatons tous, les filières de soins peinent à recruter, le temps passé auprès du patient se réduit. Et avec lui, c'est parfois le sens même du métier qui semble s'effriter. À cela s'ajoute une recherche en sciences infirmières qui est encore fragile, qui peine à se structurer. La profession dans son ensemble a du mal à faire corps et à se rassembler pour affirmer sa place. Une question centrale se pose alors, souhaitons-nous réellement nous émanciper? Et si oui, comment? Quelle posture devons-nous adopter dans cette transition? Sommes-nous dans une logique de faire face, de faire avec ou de faire contre? L'arrivée du nouveau référentiel de formation vient accentuer cette période d'instabilité, y compris pour nous formateurs qui jouons un rôle de passeur de sens. Pour nous parler de cela, nous allons accueillir Madame Thérèse Pérez-Roux qui va nous inviter à faire un pas de côté. Je vous demande donc d'accueillir Madame Thérèse Pérez-Roux, professeure émérite en sciences de l'éducation et de la formation, Université Paul Valéry à Montpellier. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à participer à ces 2 journées. Je vais enchaîner avec sans doute quelque chose qui va effectivement un peu nous déporter, dans la mesure où cette thématique, dynamique identitaire des professionnels de la formation face au changement, je l'ai abordée dans une dimension un peu transversale. Donc je vais vous en parler juste après. Alors peut-être la première chose, c'est d'arriver à... Pourquoi ça ne fonctionne pas? Non. La régie, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes bien. Non, merci mais beaucoup. C'est la suivante que je voudrais, c'est Madame Irma qui apparaît. Ah. Voilà. Donc déjà, peut-être vous dire d'où je parle. Donc je ne suis pas infirmière ni cadre de santé. Je suis une ancienne prof d'éducation physique qui a fait beaucoup de formations, qui suis arrivée à l'université il y a assez longtemps, d'abord dans le champ des STAPS et ensuite dans la formation des enseignants. Il se trouve que dans le cadre de mon volet formation, j'ai fait une thèse en 2001, dans le cadre de la formation, je suis intervenue, puis j'ai eu en charge 2 masters dans lesquels beaucoup d'infirmiers, cadres de santé venaient, notamment suite à la réforme de 2009, venaient passer un master en sciences de l'éducation. Donc j'ai très rapidement plongé, je dirais, dans les problématiques de réingénierie des études, ce que ça venait générer dans les équipes comme inquiétude et comme espoir, comme déception parfois. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai un peu mieux connu ce qu'était l'histoire de cette profession, bien moins développée que précédemment, mais en tout cas aussi quelles étaient les problématiques, notamment des formateurs en soins infirmiers. Les thèmes de recherche, je les ai mis sur la diapositive en surlignant les points qui nous réunissent aujourd'hui. C'est vrai que je m'intéresse essentiellement aux questions d'identité professionnelle et de rapport au travail dans des moments où il y a du changement, un changement qui peut être désiré par les acteurs. Par exemple, je suis conducteur routier, je décide de devenir professeur de conduite routière, donc j'impulse moi-même un changement. Ou bien je suis infirmier, je passe le diplôme de cadre de santé pour développer autrement mon activité. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de contraintes, mais il y a aussi des transitions, des moments de changement qui sont contraints par un système. Par exemple, une réforme que l'on ne comprend pas, c'est ce sur quoi j'axe mon travail, des éléments qui vont venir changer les prescriptions auxquelles je dois me référer, mais qui manquent de sens par rapport à ce que j'engage de moi-même et de mes valeurs dans le travail. Alors, le contexte sur lequel... c'est de ma faute. Voilà. Le contexte, maintenant, que j'aimerais poser, c'est qu'on est dans un flux de réformes qui traverse un ensemble de secteurs.
Alors, ces secteurs, j'ai longtemps appelé ces secteurs les métiers de l'humain, en référence à Mireille Sifali. Je les appelle aussi les métiers de la relation, c'est-à-dire ce sont des métiers comme le travail social, les métiers de la santé, de l'enseignement, de la formation, qui bien sûr nécessitent des compétences techniques spécifiques, mais aussi sont basés sur une relation humaine, sur le care pour vous, sur la question de l'accompagnement des publics, des élèves, etc. Même si, lorsqu'on est enseignant, par exemple, on doit avoir bien sûr des compétences didactiques et pédagogiques. Donc, cet ensemble de métiers, dits de l'humain, a été traversé et est encore traversé par un certain nombre de réformes qui amènent des transitions, ces fameuses transitions institutionnelles qui sont plus ou moins désirées et plus ou moins contraintes, j'y reviendrai, et qui vont venir perturber au moins pour un temps ce qui se passe dans les milieux de travail, dans les milieux de la formation. Bon, là, j'ai repris certaines réformes. C'est effectivement la réforme en soins infirmiers qui a été précurseur. Moi, je me suis plutôt intéressée à la réforme de la formation en massokinésithérapie en faisant une étude longitudinale avec une équipe assez conséquente, en utilisant les effets de cette réforme sur les formateurs, les équipes de direction, mais aussi les étudiants, en essayant de mettre tout ça un peu en dialogue. Et donc, un ouvrage est sorti en 2019 qui fait un peu état de tout ce travail qui a été mené en collaboration avec des chercheurs et aussi avec des formateurs. Et puis, avec cette idée de mieux comprendre quels changements induits par ces réformes peuvent avoir un impact sur les professionnels de la formation. Alors, à la demande de Muriel Trompa et de l'équipe organisatrice, je fais un petit détour. Par des jalons théoriques pour bien savoir, quand je vais vous parler de professionnalisation ou d'universitarisation, ce que je mets derrière ces mots et à l'appui de quels auteurs. La professionnalisation, le premier qui a écrit sur cette question, on va dire en France, c'est Bourdoncle, qui d'ailleurs a travaillé sur des études anglo-saxonnes. Il nous dit la professionnalisation, elle met en relation 3 processus. Le premier processus, que j'ai mis en grisé parce que ce n'est pas là-dessus que je vais forcément insister, c'est l'amélioration collective du statut social de l'activité. Il me semble que dans l'intervention de M. Catenas tout à l'heure, derrière sa présentation historique, il y a tout un arrière-plan politique sur qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on va revendiquer pour être mieux reconnu. Il a souvent fait référence à l'ordre, etc., les associations, comment on s'y prend pour améliorer le statut social de l'activité. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui touche à l'adhésion au discours et aux normes. Alors, ce discours et ces normes, elles sont appuyées par le prescrit, mais elles dépassent le prescrit. C'est-à-dire comment un groupe professionnel se met d'accord sur ce qu'est, par exemple, être un bon professionnel. À quelle valeur ça renvoie? Qu'est-ce qu'on a en partage au sein d'un groupe professionnel? Et le troisième niveau, c'est ce qui touche à l'amélioration des capacités et des savoirs qui sont nécessaires pour être efficaces dans une profession. Donc ça renvoie à la construction de la professionnalité, et ça touche directement, évidemment, la formation initiale. Donc c'est vraiment ce qui nous réunit ici. Bon, j'ai mis aussi une petite définition de la professionnalité qui renvoie à la fois aux compétences professionnelles qui sont attendues, qui sont mobilisées dans l'exercice d'une profession, mais aussi en regardant à la fois le point de vue de l'activité et le point de vue de l'identité, c'est-à-dire la manière dont chacun investit le métier en lien avec les autres, en appui sur un socle qui est commun, mais en même temps comment chacun vit le métier, peut-être même le transforme, le réaménage pour qu'il fasse sens pour lui. Et donc ça renvoie aussi à l'engagement dans la pratique du métier. Une fois qu'on a dit ça,
on ne peut pas laisser de côté l'idée que lorsqu'on forme, donc lorsqu'on professionnalise, il y a de nombreuses transactions qui sont en jeu. Et là, je m'appuie plutôt sur le travail de Richard Witorski, qui nous explique qu'en formation, on a dans la professionnalisation en formation, il y a deux forces. La première, c'est l'intention sociale que l'on a sur les individus qui se forment. C'est-à-dire, l'institution produit un référentiel, entre autres, et d'autres textes complémentaires. Les instituts de formation s'en saisissent, mettent en œuvre un plan de formation conforme avec ces données institutionnelles, mais aussi avec les ressources humaines et les ressources matérielles. Et puis, les formateurs, eux aussi, vont se réapproprier cette demande pour la mettre en œuvre auprès des formés. Donc, tout ça dans l'intention que les formés, dont là, par exemple, pour vous, les étudiants en soins infirmiers, deviennent de bons professionnels. Ça, c'est l'intention, ce qu'on croit bon pour eux. Mais de l'autre côté, il y a les formés. Les formés, ils se socialisent, ils font des stages, ils ont des moments de retour de stage, ils ont des moments d'apport de contenu, des moments où ils sont mis en situation, etc. Et cette dynamique-là, ce développement professionnel qui est visé, il touche aussi la personne et il suppose, de la part des formés, des modes d'appropriation, des types d'engagement en formation qui sont très reliés à leur représentation du métier, à leur idée des pratiques, à ce qu'ils voient sur le terrain. Donc, eux aussi, ils sont de façon exprimée ou de façon exprimée plus ou moins forte, ils sont dans des négociations, dans des transactions vis-à-vis d'eux-mêmes, entre le moment que j'ai choisi pour venir me former, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi de devenir infirmier ou de devenir EduxP ou de devenir enseignant, qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça, mais dans la réalité de la formation, qu'est-ce qui se joue pour moi ? Qu'est-ce qui se joue pour moi qui fait que ça me pose des questions de place, ça me pose des questions des questions d'ordre éthique, ça me pose des questions le sentiment peut-être que je ne suis pas à la hauteur de ce que je croyais, donc vis-à-vis des autres, vis-à-vis du contexte, vis-à-vis des formateurs, etc. Et donc, c'est ces négociations, ces transactions qui participent du processus de professionnalisation à ce troisième niveau. Et moi, je me dis que finalement, il peut très bien se transposer aux formateurs, c'est-à-dire lorsque les formateurs sont pris dans une intention de changement qui viennent de l'institution, eh bien, qu'est-ce qu'ils font vis-à-vis de ces prescriptions ? Comment ces prescriptions peuvent avoir un effet sur eux, soit très stimulant, soit au contraire perturbant, et comment ils font pour s'approprier et avancer dans ce paysage, on va dire, mouvementé. Voilà, ça c'était sur le volet professionnalisation, j'espère que j'ai été à peu près claire. Maintenant, si je regarde du côté de l'universitarisation de la formation, je reviens à Bourdon qui a écrit un texte très important en 2007. Il nous dit cette phrase qui laisse à penser « Il y a universitarisation quand les institutions de formation, les savoirs et les formateurs se trouvent absorbés par l'université. » Alors la question de l'absorption, je l'ai regardée notamment tout dernièrement du côté des directeurs d'écoles, d'instituts de formation en massokinésithérapie, qui sont dans la phase d'intégration à l'université et qui posent beaucoup de questions. Et donc j'ai travaillé sur cette idée de qu'est-ce que c'est que cette absorption ? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? En tout cas, dans ce que dit Bourdoncle, il y a 3 changements dans ce processus d'universitarisation. Alors, je ne sais pas si vous allez vous y retrouver, je pense que oui. Le premier, c'est la transformation des pratiques et l'intégration de logiques propres à l'université. Ça veut dire en gros changement des maquettes,
les questions d'évaluation, les modalités de contrôle des connaissances, etc. Les missions qui sont reconnues, celles qui le sont moins, alors qu'elles peuvent paraître majeures. Je pense par exemple au suivi des stages dans le milieu de la formation des enseignants. C'est très peu payé, alors que pour beaucoup de formateurs, c'est essentiel. Voilà, donc il y a tout un tas d'éléments qui vont venir perturber les pratiques, ou comme et dans les maquettes, par exemple, l'exemple tout à l'heure de la spécialisation en psychiatrie, elle est énorme en termes de diminution des heures. Donc voilà, ça, il y a quelque chose comme ça qui est posé. Le deuxième point, c'est les savoirs professionnels. Alors bien sûr, il y a toujours des savoirs professionnels qui sont transmis, dans lesquels l'expérience va être très importante, mais quand il y a universitarisation, il y a aussi tous les savoirs qui sont soutenus, on va dire, qui sont reconnus par une activité de recherche. Et souvent, ces savoirs viennent un peu en tension. Troisième niveau, les personnels de la formation qui sont confrontés au statut dominant, alors des enseignants-chercheurs, en tout cas titulaires d'un doctorat, et qui vont venir re-questionner les compétences qui ont pu être construites à partir de l'exercice de l'activité sur le terrain. Bon, je ne développe pas là, je n'ai pas le temps, je pourrais beaucoup en parler de cette question des statuts. En tout cas, on voit bien, là j'ai mis un point d'interrogation, mais en fait il n'a pas trop de sens, il y a des tensions entre ces deux processus, celui de professionnalisation et celui d'universitarisation, et tensions avec lesquelles il faut avancer. Alors, ça soulève quand même, de mon point de vue, 3 grandes questions. Comment et dans quelle mesure la formation initiale peut-elle maintenir et défendre une professionnalisation des étudiants qui soit de qualité et en même temps s'inscrire dans ce grand mouvement d'universitarisation qui traverse tous les métiers de l'humain et qui répond à des logiques spécifiques. On y reviendra. Deuxième question, comment les formateurs s'approprient ces prescriptions ministérielles? Quand je dis s'approprient, c'est pas les appliquent, s'approprient. Et les éventuelles transformations de leur activité, et dans quelle mesure s'inscrivent-ils dans les évolutions attendues par le législateur, mais aussi les usagers, chez vous les patients. Et troisième question, quelle dynamique identitaire peut-on repérer sur un plan individuel et collectif? Pour parler de cette question, je suis obligée de vous donner quelques repères théoriques complémentaires. Je vais essayer d'être assez rapide. Je regarde l'heure aussi. Okay. Donc, premier élément, je viens de parler de l'arrière-plan universitarisation, professionnalisation. Ça, c'est l'arrière-plan. Et qui est bien sûr en lien avec des réformes. Ces réformes, il manque une petite flèche là. J'ai envoyé mon diaporama il y a quelques jours, j'ai oublié la flèche. Ces réformes, elles amènent des transitions professionnelles. Elles ont des effets, j'aime pas le terme d'impact, elles ont des effets sur l'activité des professionnels, dont là en l'occurrence des formateurs. Elles viennent transformer donc peu ou prou le rapport au travail, dire comment je donne du sens à ce que je fais, comment je m'y retrouve dans le travail que j'ai à mener. Et tout ceci va participer des dynamiques identitaires. Alors, quand on parle de dynamique identitaire, on ne peut pas, me semble-t-il, on ne peut pas oublier de citer Kadoouri, qui a produit beaucoup de choses, mais notamment je m'appuie sur ces textes de 2002 et de 2019. Il nous dit « Le terme de dynamique suppose de prendre en compte les forces qui sont en interaction, c'est-à-dire les tensions et les conflits qui les animent. » La dynamique, c'est un processus. Donc, évidemment, ce n'est pas un processus, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de choses qui viennent agiter ce processus et lui donner du mouvement. Alors, chez Kadoouri, le terme de dynamique, c'est une catégorie d'analyse qui intègre un certain nombre de concepts qui permettent de comprendre quels sont les motifs d'engagement ou de désengagement dans la formation ou dans le travail. Il regarde les dynamiques à un niveau qui est très, très spécifique. Il dit
chacun a un projet identitaire. Dire quel est le projet de soi pour soi. Par exemple, je ne sais pas, je suis enseignant ou je suis infirmier libéral et je me dis, voilà, j'ai fait un peu le tour, j'aimerais bien aller du côté de la formation. Ça, c'est un projet de soi pour soi. Mais il se fait aussi à travers ce que renvoient les autres. Peut-être que quelqu'un m'a dit un jour, ah ben tiens, t'aurais des compétences pour faire ça, ou pas de façon aussi directe, mais il peut y avoir des éléments qui m'amènent à faire ce pas de côté, ou en tout cas à m'orienter dans ce sens. Mais il y a aussi tous les projets qu'autrui nous porte, c'est-à-dire quand moi j'avais par exemple des formateurs, des cadres de santé formateurs qui venaient faire le master, ils avaient une attente forte de leur institution. Il y avait eu la réforme de 2009, il fallait qu'il y ait des personnes qui soient masterisées, donc ils venaient avec, je dirais, à la fois l'impulsion de la direction et de l'équipe de formateurs, mais en même temps, c'était aussi une pression, il fallait qu'ils réussissent, il fallait qu'ils finissent bien leur mémoire, etc., pour que d'autres après puissent se former, etc. Et il y avait à l'intérieur du groupe des formateurs des tensions aussi. Certains étaient jaloux que certains aillent se former. Ce n'est pas aussi simple. Voilà. Donc, cette histoire du projet et ces dynamiques, il les inscrit dans cette idée du projet pour soi et du projet d'autrui sur soi et de soi pour autrui. Et donc, il parle de dynamique identitaire, de continuité, de transformation, de gestation et d'anéantissement. J'y reviendrai si cela vous intéresse dans l'échange. Moi, je développe un modèle qui est... un modèle de l'identité professionnelle à partir d'une triple transaction. Donc, la première transaction, elle est... là, je m'appuie sur les travaux de Claude Dubar. La première transaction sur l'horizontale, c'est la manière dont je me construis, dont je me définis entre continuité et changement. Alors ça se joue à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. D'où je viens, qui je suis, comment je me suis formé, comment je me suis construit et comment, en fonction de mes compétences, je suis en capacité de m'inscrire dans du changement ou pas. Et en quoi cet écart entre continuité et changement est tenable ou bien difficilement tenable. La deuxième tension, elle est entre soi et autrui. Soi, j'ai mis soi au pluriel parce qu'il y a ce que je suis sur le plan professionnel, mais aussi peut-être familial, associatif. Est-ce que je m'implique dans des sphères sociales? Est-ce que j'ai des rôles sociaux particuliers, politiques, etc., qui font que je suis une personne finalement avec plusieurs facettes, tout en étant quand même la même. Et puis, les autrui, ils sont aussi au pluriel, parce que les autrui, ça peut être mes collègues, mes étudiants, ma famille, etc., etc. Donc, il y a tout un tas d'autrui qui sont autour de moi et qui me renvoient des choses, ou qui ne me renvoient pas autant que ce que je voudrais. Donc, ça, sur le plan identitaire, la tension entre soi et autrui et l'adéquation entre les deux est importante. Et puis, le troisième, c'est pas un axe, le troisième élément que je prends en compte, c'est la dimension que j'appelle intégrative, c'est-à-dire comment chacun fait avec la multiplicité de ses facettes qui le constituent et le sentiment de cohérence. Qu'est-ce qui fait que je me sens en cohérence avec moi-même? Que lorsque je suis mère de famille ou lorsque je suis formateur en soins infirmiers, j'ai le sentiment que je suis la même. Et ça met très largement en marche la question des valeurs, des représentations. Donc cette dimension, elle est plus psychosociale et elle me semble essentielle pour comprendre ce qui se joue, notamment dans les moments de transition. Alors, si je vais un peu plus loin, pour finir le schéma, voilà, tout ça, ça se passe bien sûr dans des contextes. L'identité, on peut la regarder à un temps T, c'est ce que je vais appeler la perspective synchronique. Je fais un entretien avec une personne, je creuse ces questions-là et j'ai une image à un moment donné. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de regarder ces identités, ces dynamiques identitaires dans le temps. D'abord, si on dit dynamique, c'est que ça change. Donc, qu'est-ce qui se passe entre, par exemple, les directeurs d'école de kiné
que j'ai interrogés en 2017, juste après la mise en place de la réforme, et ceux que j'ai interrogés en 2024-25, là au moment où l'intégration à l'université se précise. Qu'est-ce qui a bougé? Voilà. Et ensuite, pour finir, tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui est plutôt du côté de la continuité et d'un certain côté de l'unité, renvoie plutôt à ce que j'appelle les ancrages identitaires, ce qui nous constitue notre grammaire, et puis ce qui est plutôt du côté du changement et aussi en lien avec la diversité de nos facettes, c'est-à-dire de nos potentialités et des autrui, eh bien c'est plutôt là que se trouvent les dynamiques identitaires. Alors, ça c'était sur le plan théorique, pour que vous sachiez un peu d'où on parle. Maintenant, je vais m'intéresser à certains résultats que je vais vous présenter en regardant les formateurs donc, dans les métiers de l'humain qui sont donc en prise avec le changement. Alors ce changement, il est induit par les réformes de la formation, notamment la réingénierie des études et les conséquences que cela peut avoir. Et ce changement, il s'inscrit dans un double processus d'universitarisation et de professionnalisation. Alors, les recherches que j'ai mobilisées, je vais faire vite, mais que vous sachiez un peu, elles ne sont pas homogènes. Et ce sont des recherches que j'ai, notamment pour celles en travail social, que j'ai faites avec des formateurs qui étaient en master. On a travaillé ensemble. Donc, des recherches, chaque fois suite à une réforme. En travail social, réforme de 2018, recherche qui a été conduite jusqu'en 2020. En enseignement, réforme de 2019, mais mise en place en 2021, recherche qui a été conduite jusqu'en 2024. Et en santé, réforme de la formation des kinés 2015, conduite jusqu'en 2019. Ce qui les caractérise, c'est que la recherche sur les formateurs en travail social, ce sont que des entretiens qui ont été réalisés par des formateurs qui étaient en master. En enseignement, un questionnaire à l'échelle nationale, 725 réponses et 24 entretiens à suivre sur toute la France. Et en santé, d'abord une immersion très longue d'une année dans les couloirs, dans les réunions pour essayer de comprendre ce monde qui n'était pas le mien. Et puis des focus group, des entretiens, et à la fin un questionnaire pour voir si les entretiens qui étaient sur Montpellier n'étaient pas trop locaux. Voilà, pour redonner de la distance. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes recueils de données. Chaque fois, il y a eu des publications. Bon, je mets ça, si vous avez besoin de précision, je vous les donnerai. Alors, le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est d'entrer par les systèmes de tension qui sont exprimés à l'échelle du groupe professionnel. Et je finirai par une petite vignette sur une dimension plus singulière. J'espère avoir le temps. Ça va, vous me suivez toujours là? Oui, c'est bon? Ok. Alors, donc, premier tableau que j'aurais pu construire à l'inverse. Je prends les formateurs en travail social qui sont donc au cœur de certains paradoxes qu'ils expriment dans les entretiens. Alors, les tensions, je les ai mises dans un sens, mais j'aurais pu les mettre dans l'autre. Bon, j'ai choisi de commencer plutôt par ce qui évolue et en quoi ça vient un peu perturber ce qui se faisait. Alors, le processus d'universitarisation chez les formateurs en travail social, il bouscule les formes de travail antérieures et pour eux, il pose vraiment des questions de légitimité, de reconnaissance et de sens du travail. Pourquoi? Bien parce qu'ils sont sur des modèles de formation fondés sur des cultures professionnelles et des valeurs partagées. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi qui me permets de dire. Ce qui ressort, c'est que la formation en travail social, elle s'inscrit dans une histoire du travail social et avec des valeurs partagées et une dimension métier très forte. Alors, la nouvelle organisation qui est liée aux prescriptions, pour eux, elle est très chronophage et elle les met sans cesse en crise de temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps qu'ils avaient avant, ils n'ont plus le temps d'élaboration collective, de co-construction de dispositifs et de construction de la cohérence de la formation. C'est-à-dire qu'ils disent on est un peu isolé en train de mener nos programmes, à trouver nos intervenants, etc. Mais il n'y a plus d'instance un peu collégiale où on peut discuter notamment des avancées, mais aussi des questions qu'on se pose par rapport au public, je vais y revenir, au public de formés, etc. Des prescriptions
qui sont orientés vers un travail en transversalité, interfilière, au risque de ne plus former à tel ou tel métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en travail social, un étudiant qui veut devenir éducateur spécialisé, il peut aller faire son stage auprès des assistants en service social ou auprès des moniteurs dans une structure où il y aura des moniteurs éducateurs. Voilà. Donc ça leur pose question parce que justement, pour eux, il y a une spécificité de chaque filière et la nécessité d'articuler avec les problématiques du terrain dans ce secteur-là. Et ça, c'est combiné avec un manque d'effectifs, des restrictions budgétaires, etc. Dernier point, le changement de profil des étudiants. C'est assez fort pour que je puisse vraiment le mettre comme un point de synthèse. Et le rapport aux études de ces étudiants en travail social, qui, avec Parcoursup, maintenant, ne sont plus du tout recrutés comme avant. Il y avait tout un tas d'entretiens collectifs et d'entretiens individuels qui sont extrêmement, qui arrivent dans un deuxième temps et qui sont extrêmement réduits. Et donc, ils estiment que combiné au manque d'attractivité du métier, des métiers, du social, eh bien, ils ont des étudiants qu'avant ils n'auraient pas pris, pour faire simple, hein, un certain nombre d'étudiants qui ne seraient pas rentrés avant dans la formation en travail social. Malheureusement, je suis contente que ça fasse écho, mais malheureusement, ça m'ennuie. Et donc, voilà, comment former à un métier et accompagner un processus de construction de compétences pour le futur professionnel. Ceci est extrêmement en tension. Moi, je fais de l'analyse de pratique depuis maintenant 8 ans dans un institut de formation en travail social auprès des formateurs. Et c'est vraiment des situations de ce type-là qui sont très, très souvent évoquées. Une sorte de rupture avec la logique de certains étudiants qui est très, très loin des attendus. Voilà, ça c'était pour le travail social, je passe un peu vite. Oh là là, trop vite. Je vais y arriver. Voilà. Deuxième vignette, les formateurs d'enseignants à l'épreuve de la réforme des INSPE. Alors la réforme des INSPE, elle se met INSPE, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. La réforme est en 2019, il y a le Covid qui est passé par là, elle se met en place en 2021. Qu'est-ce qui change pour vous qui n'êtes pas du secteur? Il y a quelque chose d'énorme qui change dans cette réforme, c'est que le concours de recrutement national, il est placé en fin de deuxième année. Ce qui fait que durant les 2 années, il va falloir que les formateurs et les étudiants gèrent 3 logiques, celle de se professionnaliser, hein, pour devenir un enseignant ou un conseiller d'éducation, celle de réussir le concours et celle de réussir son master avec un mémoire de recherche. Voilà. Jusque-là, le concours avait lieu en fin de première année, dont la 2e année était une année de professionnalisation adossée à la recherche, ce qui n'était déjà pas simple. Mais là, ça devient vraiment un truc quasi intenable. Alors, les tensions, elles sont par exemple entre les objectifs qui sont affichés par l'institution, les contenus qui sont imposés dans la maquette. La maquette de formation, elle est uniformisée, elle est harmonisée à l'échelle nationale. Et il y a certaines disciplines qui sont totalement sinistrées, comme chez vous, la psychiatrie. Ben, chez nous, par exemple, c'est tout ce qui est en dehors des maths et du français. Voilà. En dehors des maths et du français, les enseignements disciplinaires se réduisent à peau de chagrin. Je crois qu'il y a 6 heures en arts plastiques sur les 2 années. En sciences, en histoire-géographie, etc. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. L'analyse de pratique n'existe plus. On est sur des modèles probants. Hein, donc on a des bonnes pratiques qui commencent à apparaître, très soutenues par l'institution. Voilà, on enseigne des bonnes pratiques qu'on doit être à même d'appliquer, ce qui explique aussi l'idée de déprofessionnalisation hein, aujourd'hui qui traverse un certain nombre d'écrits. Donc, et en même temps, il y a ces objectifs affichés et les moyens mis à disposition, que ce soit en RH ou en logistique, sont très en deçà. Et surtout, ce que repèrent les formateurs, mais que j'avais déjà repéré dans une enquête lors de l'universitarisation de la formation en 2010, c'est une fragmentation des contenus, une multiplication des évaluations et de nombreux déplacements
de nombreux déplacements sur les sites qui font perdre beaucoup de temps et qui empêchent l'essentiel. D'accord. Okay. Donc, deuxième tension, la réponse aux attentes plurielles en termes de formation et aux logiques et les logiques concurrentes dont je viens de parler. Ces logiques concurrentes à tenir ensemble, elles prennent du temps, elles prennent de l'énergie, et les formateurs disent avoir besoin de prendre du recul sur leur action pour adopter une posture réflexive avec les autres, pour soi et avec les autres, et aussi d'avoir du temps de conception, de préparation, temps qui est rogné par tout un tas d'activités annexes. Et donc, ce qu'on repère dans les entretiens, c'est que le travail, il est accompli malgré tout, je dirais, comme aurait dit notre président Macron, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que les formateurs qui ont envie quand même de faire un travail qui soit pertinent, cohérent, etc., prennent sur leur temps pour former des vacataires, pour accompagner, pour donner du sens à la formation. Et donc, ils ont le sentiment de ne pas pouvoir approfondir, stabiliser ce qu'ils ont initié, et aussi ils ont le sentiment d'un manque de reconnaissance vis-à-vis du travail invisible qu'ils ont à faire auprès des formés. Alors, ça faisait déjà 45 minutes, là? J'ai commencé en retard, quand même, hein? Oui. D'accord. Ça me paraît... Okay. Vous avez un peu plus que 5 minutes. Ok, merci. Donc, les formateurs en kiné, alors ça, je pense que ça va aussi vous parler, parce qu'ils parlent de vous en disant que vous avez un peu essuyé les plâtres. Et je dis ça, c'est... Quand la réforme est arrivée, ils ont pris plutôt ça comme une ouverture, une revalorisation, et c'est idiot de dire ils. Certains d'entre eux voyaient ça comme une revalorisation du métier et espéraient, je suis un peu triviale, mais avoir le jackpot, avoir un master, être très bien positionné, etc. Et en tout cas, ils s'inscrivaient pour nombre d'entre eux dans cette dynamique. Mais ça suppose, cette dynamique, comme la réforme des infirmières en 2009, ça suppose la construction de nouveaux repères en termes d'ingénierie pédagogique, et aussi, ça nécessite de comprendre les enjeux professionnels et les choix politiques qu'il y a derrière. C'est-à-dire, si on n'est pas à même de saisir, si on n'est pas informé sur ce qui s'est joué en arrière-plan, on peut recevoir cette réforme comme une sorte de truc qui n'a pas de sens, qui vient perturbé, qui n'est pas efficace par rapport à ce qu'on a à développer avec les étudiants. Donc il y a une déstabilisation qui est liée à la remise en cause de modèles antérieurs et chez les kinés, entre autres, de modèles qui étaient très transmissifs. Je vous montre les bonnes pratiques, notamment en TD, vous faites comme moi. Donc ça, travailler à partir de situations problèmes, et développer la pensée réflexive des étudiants sur des cas, travailler en TD, c'était pour certains très compliqué. La professionnalisation, elle est reformatée aussi par des normes universitaires, avec, j'en ai déjà parlé, découpage des contenus, des évaluations qui ne fait pas sens. Donc, ça crée un risque de déprofessionnalisation et surtout le sentiment que les étudiants vont perdre des compétences, n'en verront pas acquérir les compétences techniques alors qu'ils seront bien formés peut-être en recherche, mais au détriment des compétences techniques. Beaucoup de kinés que j'interroge dans des focus group me disent on va avoir des kinés qui n'auront plus de mains, des kinés sans mains, des kinés avec une grosse tête et sans mains. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au moment de la réforme quelque chose qui est très très présent. Ensuite, évidemment, parce que les démarches se transforment, les formateurs et sur les terrains, les tuteurs disent qu'ils ont des étudiants peut-être plus réflexifs, qui maîtrisent davantage les savoirs théoriques, peut-être et scientifiques, mais qui ne sont pas forcément très autonomes et très performants sur le terrain par rapport aux gestes du métier, et qui sont aussi très critiques sur ce que font les professionnels sur le terrain. Donc ça passe très mal auprès des tuteurs. Qui, eux, sont plus éloignés de la réforme et voient quand même le portfolio, etc., tout un ensemble de dispositifs comme étant très lourds et sans trop de signification. Et puis, on a ce clivage entre des nouveaux kinés qui sont formés avec le nouveau référentiel et qui souhaitent, pour certains d'entre eux, s'orienter vraiment vers des pratiques plus scientifiques, entre guillemets, et puis des kinés plus anciens
qui valorise une logique de métier et l'expérience du terrain, et aussi qui valorise la reconnaissance des patients. Et tout ceci n'est pas toujours tout à fait, en phase. Voilà. Alors, quelques pistes de discussion. Voilà, ce qu'on voit apparaître dans ces trois univers de formation sur lesquels je suis passée très vite. Bon, j'ai mis quelques références bibliographiques si ça vous intéresse. On a une tension entre universitarisation des formations et professionnalisation, préparation au métier. Alors, si je fais très vite, là, je peux vous renvoyer à un chapitre que j'ai vraiment développé là-dessus, qui est sorti en 2023. Comment bien former au métier dans ce nouveau cadre universitarisé? Ça reste une question très forte dans l'ensemble des secteurs. Et puis, on voit apparaître chez de nombreux formateurs des reprises d'études, master, voire doctorat, pour gagner en légitimité, pour trouver sa place aussi au sein de l'université, pour ne pas être sous la coupe de ceux qui seraient diplômés, avec un diplôme universitaire. Deuxième point, des professionnalités, un rapport au travail qui sont re-questionnés pour les formateurs, c'est-à-dire qu'il y a pour beaucoup d'entre eux un inconfort lié au changement qui aussi vient un peu transformer leur implication professionnelle. L'implication professionnelle, je n'ai pas le temps de développer, mais pour Mias, c'est un triptyque entre le sens que l'on donne à ce que l'on fait, les repères que l'on peut construire sur l'action que l'on mène et le contrôle de l'action que l'on pense avoir, c'est-à-dire les marges de manœuvre que l'on peut avoir. Mias dit, on peut être impliqué professionnellement si ce qu'on fait a du sens, si on a des repères sur l'environnement, sur soi-même, etc. Et si on a le sentiment qu'on a des marges de manœuvre, qu'on peut faire bouger les lignes. Donc ça, c'est perturbé. Et puis, ce qu'ils expriment aussi, c'est la nécessité de faire ou de refaire collectif. Chez les travailleurs sociaux, c'est très clair. Ils disent que les collectifs ont explosé, on n'a plus le temps de se voir, de se parler, de construire ensemble. Voilà. Troisième point, des identités professionnelles qui sont brouillées. Donc, dans ce qui se joue, dans ce flux de réformes et dans les effets qu'il y a dans les milieux de la formation, eh bien, on voit bien que la dimension dont je vous parlais tout à l'heure, la dimension biographique, elle est perturbée parce que la manière dont je me suis construit comme professionnel, les compétences que j'ai acquises, ce qui m'était renvoyé comme faisant partie de la valeur ajoutée dans mon action, eh bien, peuvent être rediscutées dans ce changement. Voilà, je peux être comment dire ça? Je peux ne pas m'y retrouver avec le sentiment que certaines choses qui étaient ma force ne sont plus autant importantes maintenant dans le changement. Sur la question relationnelle, j'aurais beaucoup de choses à dire. Comment dans ce processus d'universitarisation dans lequel je dois inscrire la professionnalisation, comment je me situe par rapport aux autres? Par exemple, si j'ai passé une thèse ou si j'ai fait un master, comment je suis perçue par les autres? Est-ce que je suis un peu, du coup, prise pour quelqu'un qui aurait un certain discours, qui serait plus au fait des problématiques de terrain? Il y a toutes ces choses-là qui jouent. Mais comment je suis perçue par les étudiants aussi? Et par les personnes qui accueillent les étudiants en stage? Comment la direction me voit? Il y a les patients, si j'ai encore un lien avec les patients. Comment tout ça, ça se construit, ou ça se déconstruit? En tout cas, comment ça crée des tensions? Et puis, sur la dimension intégrative, qu'est-ce que je fais d'un ensemble d'éléments qui sont importants pour moi? Comment je m'y retrouve, en fait? Comment je peux me poser et dire « oui, je suis à ma place ici ». Voilà. Donc, pareil, je n'ai pas le temps de développer. Et puis, des stratégies, on voit apparaître des stratégies pour faire face, faire avec, faire contre, ce qui a été repris tout à l'heure, faire contre quand ça paraît trop décalé dans l'évolution de la formation. Alors, j'ai plus que... Oui, si vous pouvez conclure, Madame Pérez-Roux. Oui, je vais tout faire. Donc, quelques points de vigilance quand même. Évidemment, il existe des spécificités entre les différents secteurs. Je vous parle du travail social, de l'enseignement, de la santé. C'est pas du tout... Il y a des spécificités. Mais là, ces spécificités, elles sont liées notamment à la structuration socio-historique. On en a eu un très bon exemple tout à l'heure. Les normes du milieu, les modes de recrutement, les pratiques valorisées, etc. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des éléments
commun, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est le fameux pas de côté. Il y a aussi des tensions qui sont mises en relief, mais qu'il faut repositionner dans le temps. Il y a un processus d'appropriation collective et individuelle qui est évident, c'est totalement c'est tout à fait normal. Et puis, les dynamiques identitaires, là, j'ai essayé d'en montrer une facette par les tensions à l'échelle du discours, je veux dire, d'un collectif, mais elles existent évidemment beaucoup plus, c'est plus facile à repérer à l'échelle individuelle. Et là, ça suppose une approche qualitative qui répond à cette question, comment chacun se saisit dans son activité réelle de ses évolutions en fonction de son parcours, de ses compétences, de ses ressources, de ses projets, mais également à l'appui des relations qu'il a construites avec les autres et en fonction du contexte. Est-ce que le contexte est porteur ou est-ce qu'il est au contraire freinant? Quelle marge d'action pour redonner du sens à son activité de formation? Voilà. Donc ça, j'avais une petite diapo que je vais juste vous mettre. Voilà, c'est le cas de Sonia, je vais la résumer. Non, mais ne lisez, non, mais c'est pas pour que... C'est juste, je ne savais pas si j'aurais le temps, je vous l'avais dit dès le départ. Juste, je vous dis pourquoi j'ai posé cette diapo. Sonia, c'est une maître de conférence. Elle s'occupe de la formation des professeurs du primaire. Elle est maître de conférence et son domaine de spécialité, c'est l'analyse de l'activité. Donc, elle est au cœur de ces tensions, les trois logiques, etc. Comment elle s'en sort? Elle s'en sort parce que finalement, elle dit, moi, ce qui me plaît, c'est la réalité du quotidien, c'est d'être sur le terrain. Donc, elle avait plein de cours théoriques. Il y en a beaucoup dans son équipe qui ont envie de les faire, des cours sur la laïcité et tout ça. Ça ne l'intéresse pas trop parce que c'est un peu le ministère qui oriente sur ce qu'il faut faire. Ça ne l'intéresse plus trop. Donc, elle a dit, je préfère aller sur le terrain. Donc, elle va sur le terrain, elle fait des visites, elle donne des éléments de métier qui l'intéressent. Et à côté de ça, elle lâche des choses qui l'encombrent, qui ne l'intéressent pas parce qu'elle a le sentiment qu'elle n'a pas de marge de manœuvre pour préparer ses cours. Et le dernier volet, je m'arrête là-dessus, sur la recherche, bien sûr, elle est enseignant-chercheur, elle fait de la recherche, elle leur fait un timing très serré pour qu'ils soutiennent leur mémoire en mars et qu'ils soient détachés de ça pour le concours. Elle fait un accompagnement très collectif et très individuel, mais comme elle travaille sur l'analyse de l'activité, ce mémoire, il porte sur les pratiques. Et elle dit, en étant là-dessus, en étant sur les pratiques, les étudiants adhèrent davantage à cette demande de mémoire qui, normalement, ne les intéresse pas trop. Donc, comme elle dit à un moment donné, juste, je vous dis à la fin, elle dit « Ma compétence, c'est autour de l'analyse de l'activité, et cette compétence, elle m'a sauvé la vie plein de fois. » Cette approche, elle intéresse du coup les étudiants parce qu'en fait, encore une fois, ça les raccroche à de l'activité réelle et pas seulement à du texte, sous-entendu de la théorie. Vous voyez, donc voilà, ça c'est un exemple, ça c'est vraiment très partiel, mais un exemple de stratégie identitaire pour faire avec cette réalité, mais parce qu'elle a le sentiment que dans son contexte, elle a des marges de manœuvre. Elle peut lâcher des choses, d'autres prendront le relais et lui diront merci, par exemple. Voilà. Je vous remercie pour... Merci. Merci, Madame Pérez-Roux. On va passer aux questions avec, s'il vous plaît, Madame Pérez-Roux, si possible, des réponses synthétiques. Le temps joue contre nous, même si c'est passionnant et il y a beaucoup de parallèles à faire avec les réformes actuelles. On voulait juste s'excuser de l'arrivée de Jul au CEFIEC. Oui, oui. C'était pas prévu et vous avez compris que Jul à Marseille, on peut pas lutter. Oui. Donc Marseille, on va avoir un bruit de fond toute la journée. C'est Marseille bébé. Ouais. J'ai une question ici. Bonjour. Alors, des questions? Oui, une question. S'il vous plaît, on vous écoute. Alors, je vais reprendre votre dernière diapo, du coup, et essayer de faire du lien avec ce que vous disiez sur l'identité. C'est ici que je suis en haut. Si je comprends bien, l'idée, ça serait d'associer l'analyse d'activité, quels que soient les professionnels, si on renvoie les kinés, on est un peu dans la même chose, pour remettre de la professionnalisation dans le parcours qui est de l'universitarisation. Là, je vais pas... en tout cas, la question de la... Là, ce dont parle Sonia,
c'est l'activité de recherche. En recherche, elle est spécialiste de l'analyse de l'activité, donc quelque chose qui nécessite d'aller voir ce qui se passe sur le terrain et de travailler à partir de ces éléments-là, concrets, on va dire. Et donc, elle dit que ça fait sens, qu'elle a moins de résistance chez ses étudiants, qu'elle accompagne sur le mémoire, parce que pour eux, c'est rattaché à une pratique. Maintenant, je ne dirais pas que le seul vecteur de réussite pour que les choses puissent mieux marcher, c'est de partir de l'activité. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. En tout cas, ce que je voulais montrer là, c'est que les dynamiques identitaires, on peut les regarder à l'échelle d'un groupe, ce que j'ai un peu en faisant ressortir les grandes tensions, mais ça se regarde beaucoup à l'échelle de l'individu. Et l'individu, il est pris avec ses propres compétences. Là, elle dit, moi, c'est clair, si je n'avais pas ces possibilités de marge de manœuvre, je demanderais ma mutation pour aller travailler. Bon, elle a d'autres possibilités de travail. Ça marche parce que pour elle, ça garde beaucoup de sens. Alors qu'elle est maître de conférence et qu'elle devrait intervenir en amphi, ça ne la fait pas rêver d'intervenir en amphi devant des étudiants qui n'écoutent pas ou qui écoutent peu des discours sur la laïcité, etc. Elle préfère aller sur le terrain et être au concret des pratiques. Donc elle peut le faire, elle pourrait avoir dans son INSPE quelqu'un qui lui dise « Ah non, toi tu es maître de conf, tu vas faire les cours théoriques sur tel et tel contenu. » Donc c'est toujours, ce que je veux dire, c'est que les dynamiques identitaires, à l'échelle de l'individu, elles s'inscrivent tout le temps dans des contextes. Il y a des contextes très porteurs et il y a des contextes qui sont très pénalisants, dans lesquels j'ai du mal à faire bouger les lignes. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un que j'ai accompagné en thèse, qui est dans un institut dans lequel je pense qu'elle est malmenée. Voilà, elle n'a pas de marge de manœuvre. Donc, pour se développer professionnellement et pouvoir articuler l'ensemble des choses, c'est compliqué. Merci beaucoup. Madame Pérez-Roux, est-ce qu'on a une autre question? Oui, une autre question. Oui, bonjour. D'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir noté que Parcoursup a eu un effet sur le recrutement. Il n'y a plus que la DGOS et l'enseignement supérieur pour ne pas s'en apercevoir. Et j'aimerais vous poser une question sur l'universitarisation, sur un point que vous avez, enfin, peut-être vous l'avez abordé, mais en tout cas vous ne l'avez pas développé ici. Est-ce que vous n'y voyez pas aussi, peut-être, c'est une hypothèse, aussi un vaste mouvement de rationalisation des enseignements. Bien sûr. C'est-à-dire que les enseignements transversaux, les visioconférences, tous les univers numériques, ce genre de choses. Et donc une forme de régression, d'une certaine manière, en termes d'acquisition de compétences, d'identité professionnelle, ce genre de choses. Oui, mais j'ai beaucoup travaillé sur les logiques du nouveau management public qui s'invite partout. Ces derniers temps, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Ça m'inquiète beaucoup, bien sûr. Il y a des rationalisations. Le Covid, les effets post-Covid, on peut très bien enseigner à distance. C'est d'abord une logique financière. C'est d'abord une logique de réduction des coûts. Quand on regarde le nouveau management public, les 3 mots, c'est économie, efficacité, efficience. Donc voilà, c'est faire mieux. Discours, la rhétorique, faire mieux avec moins. Donc voilà, effectivement, il y a une rationalisation des enseignements. Quand dans le champ du travail social, ils font un socle commun à toutes les formations en travail social, c'est clairement pour avoir moins de personnel encadrant, enfin moins de personnel formateur, l'ouverture aux vacataires avec la difficulté qu'il y a à trouver de la cohérence après avec tout ça. Et voilà, bien sûr qu'on est dans une logique de rationalisation. Évidemment. Et Parcoursup, enfin, je ne devrais peut-être pas dire ça, moi je suis depuis le départ vent debout contre Parcoursup, qui est pour moi une grosse entourloupe, mais en même temps, avec un discours qui dit, mais les étudiants, ils ont, presque tous, ont leur choix. Ben oui, il y a 20 choix qui ne sont pas hiérarchisés. Donc je veux dire, moi, à l'université Paul Valéry où j'étais, il y a des étudiants qui voulaient faire psycho, ils se retrouvaient en archéologie. Bon, c'est bien, ils ont eu leur choix, mais vous voyez. Donc oui, on est dans ce régime-là qui n'est pas spécifique à la France et qui traverse aujourd'hui tous ces métiers de l'humain et qui traverse l'université. Voilà, donc oui, malheureusement, je vous dis oui. Okay.
Merci beaucoup, Madame Pérez-Roux, Merci. pour votre temps.